Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va préparer de l'iodométhane, un agent méthylant classique, en laboratoire. Alors, comme vous le savez, il y a un an j'ai commencé un projet de synthèse nouveau sur cette chaîne du 1,4-diméthoxybenzène avec Cyriac et Baptiste. Et dans ce projet de synthèse, on doit passer par la para-anisdine et malheureusement jusqu'à maintenant on n'a réussi qu'à en produire 4 grammes avec la voie de synthèse qu'on avait proposée. Donc je vais devoir changer de voie de synthèse de la para-anisdine, refabriquer davantage de para-anisdine et poursuivre ensuite le projet tel qu'on l'avait prévu, là où on l'avait laissé. Pour fabriquer la para-anisdine, j'ai prévu cette fois-ci de partir du paracétamol, réaliser une méthylation du phénol, puis une hydrolyse de l'amide et ainsi obtenir la para-anisdine facilement à partir d'un précurseur commercial, le paracétamol, et de building blocks relativement simples. L'un de ces building blocks, donc l'un de ces agents dont je vais avoir besoin pour réaliser cette transformation, c'est l'agent méthylant de la première étape qui permet de méthyler le phénol, et cet agent pour moi ce sera l'iodométhane. L'iodométhane, donc qu'on va fabriquer aujourd'hui, il y a plusieurs façons de le fabriquer. Deux façons classiques en fait. La première, c'est de faire réagir du diode, du phosphore et du méthanol ensemble. Alors, le diode et le phosphore réagissent en un premier temps pour former PI3, qui est un agent iodant puissant et qui vient ensuite réaliser une réaction avec le méthanol pour former l'iodométhane. La deuxième méthode, c'est la réaction du méthanol avec de l'acide iodhydrique. Donc là, c'est vraiment de la chimie classique. L'acide vient protoner le groupe hydroxyle de l'alcool pour former un alkyloxonium, donc l'ion méthyloxonium, très électrophile parce qu'on a un bon groupe partant qui est la molécule d'eau. Et ensuite, les ions iodures viennent réaliser une attaque nucléophile sur le carbone avec perte du groupe partant, donc la molécule d'eau, et formation de l'iodométhane qu'on veut fabriquer. Alors, de l'acide iodhydrique, j'en ai pas, mais on va quand même passer un petit peu par la même réaction, c'est juste que je ne vais pas prendre HI, je vais prendre un donneur de protons qui sera l'acide chlorhydrique et un donneur d'ion iodure qui sera l'iodure de potassium. On aurait pu utiliser d'autres acides pour donner le proton. Un qui aurait été très adapté, ça aurait été l'acide phosphorique, parce que le contre-ion, la base conjuguée, l'ion phosphate, n'est pas nucléophile et n'est pas non plus oxydante. Donc on ne peut pas avoir oxydation des ions iodures, ce qui pourrait arriver avec de l'acide sulfurique, et on n'a pas non plus une compétition nucléophile entre l'ion iodure et le phosphate. L'acide phosphorique, par contre, j'en ai pas. L'acide sulfurique, je peux pas l'utiliser parce qu'il est trop oxydant. Et du coup, je vais utiliser de l'acide chlorhydrique. Et comme on aura des ions chlorure dans le milieu, il n'est pas impossible qu'on forme un petit peu de chlorométhane, donc du chlorure de méthyle, par attaque nucléophile d'un ion chlorure à la place d'un ion iodure sur l'ion méthyloxonium. Donc on devrait obtenir de l'iodométhane avec un petit peu de chlorométhane. Les ions iodures sont quand même beaucoup plus nucléophiles que les ions chlorure, donc l'iodométhane devrait être le produit majoritaire et on devrait l'obtenir assez pur. Alors je précise que la synthèse, je l'ai réalisée maintenant 2 fois cette année. Une première fois en décembre où j'ai filmé donc le début de cette vidéo qui est la préparation de l'iodométhane brut. Et une deuxième fois en avril où j'ai filmé cette fois-ci le traitement de l'iodométhane brut pour la purification en iodométhane pur. J'ai concaténé les deux parties dans la vidéo, donc ça fera une seule vidéo. Mais c'est pas tout à fait la même synthèse. En décembre en fait, je l'ai faite à partir d'acide chlorhydrique à 32%. Et en avril, je l'ai faite à partir d'acide chlorhydrique à 23%. Et j'ai pas eu tout à fait les mêmes rendements, donc j'y reviendrai un petit peu après pour comparer les deux dans la conclusion. Donc on va commencer par introduire dans le ballon de la réaction donc notre source d'ion iodure, donc l'iodure de potassium. Donc on en a 204 grammes. Ensuite, on va introduire 250 ml d'acide chlorhydrique à 32% en masse. On rajoute un barreau aimanté pour agiter la réaction plus tard. On rajoute ensuite 100 ml de méthanol comme dernier réactif pour notre réaction.
Alors on observe une petite coloration jaune là juste après l'introduction des réactifs dans le ballon, qui pourrait être due à un petit peu de diode obtenu par oxydation des ions iodures, donc soit par l'oxygène de l'air, soit par autre chose, peut-être des résidus sur le barreau. Bon, c'est très mineur, hein, je pense que le diode est très coloré, donc ça devrait pas nous gêner pour la suite. On va poursuivre comme ça. Ok, on va maintenant placer donc le ballon au bas d'un dispositif de distillation fractionnée. Donc, on va mettre une colonne de Vigreux par-dessus. Ok, donc là on est prêt à partir. Donc on a sur la plaque chauffante agitatrice le mélange donc de méthanol, acide chlorhydrique et iodure de potassium avec le barreau aimanté. Le tout surmonté par la colonne de Vigreux qui nous permettra d'enrichir en iodométhane la vapeur quand on fera la réaction. Le thermomètre qui nous permettra de contrôler la température de ce qui distille et donc la nature de ce qui distille. Un réfrigérant droit pour recondenser l'iodométhane dans l'ampoule à décanter qui est ici, dans laquelle on fera ensuite les lavages du produit. Et évidemment, comme l'iodométhane est très toxique et volatile, tout comme le chlorure de méthyle qui pourrait se former, on a un système de garde juste après l'ampoule à décanter, avec de la soude en solution hydroalcoolique pour neutraliser les halogénoalcanes. Plus qu'à activer les circuits de réfrigération de l'appareil. On met ensuite en marche l'agitateur magnétique. Puis la plaque chauffante, qu'on va régler sur une centaine de degrés. 120 degrés. Peu à peu le mélange s'échauffe et on commence à observer les premières bulles de l'ébullition. Bientôt l'iodométhane commencera à distiller. Là on a déjà donc la dilatation thermique des circuits et des volumes de gaz qu'on a présents dans le système. Et on commence à voir l'évolution d'un gaz, probablement de l'air encore à ce stade, à travers le flacon laveur à la soude. Ok, donc ça y est, ça distille enfin. Donc on a ici notre mélange réactionnel qui génère des vapeurs abondantes d'iodométhane qui passent par la colonne de Vigreux où on observe donc un reflux d'un liquide un peu huileux. Au niveau du thermomètre, au sommet de la colonne, on observe une température qui est assez basse, qui est de l'ordre de 36 degrés Celsius. Donc c'est assez proche des 40 degrés qu'on attend avec l'iodométhane. Et dans le réfrigérant, donc, commence à se liquéfier un liquide qui arrive assez rapidement dans l'ampoule à décanter ici et qui est parfaitement incolore, ce qui est très bon signe. Au niveau des gaz qui s'échappent du système, on observe que le bullage a considérablement ralenti, donc c'est bien. On n'a pas trop de vapeur qui s'échappe. Du coup, au niveau de la température mesurée au sommet de la colonne, on observe qu'on est à 36 ou 37 degrés Celsius, ce qui est un petit peu en dessous de la température d'ébullition de l'iodométhane pur. Donc c'est probablement qu'on est en train de collecter un azéotrope ici dans l'ampoule à décanter, riche en iodométhane, mais peut-être avec un petit peu d'eau ou de méthanol. Donc il faudra faire quelques lavages, quelques purifications et redistiller le produit à la fin. Mais notre procédé donc, semble effectivement bien générer de l'iodométhane et on arrive à l'extraire au fur et à mesure du milieu réactionnel, et ce sans observer un dégagement très important donc, de chlorométhane à travers la soude, ce qui montre effectivement bien que les ions iodures réagissent beaucoup plus vite avec le méthanol protoné que les ions chlorures. Donc là notre réaction suit son cours et on continue à obtenir du coup dans l'ampoule à décanter de l'iodométhane. Alors on observe aussi que le système commence à diphaser, hein. Donc il y a probablement un petit peu d'eau qui passe avec l'iodométhane sous forme d'un azéotrope. Et il doit y avoir un petit peu d'iode dans la phase aqueuse, hein, puisqu'on observe qu'elle a une coloration assez orangée. Donc peut-être qu'il passe un petit peu d'acide iodhydrique qui ensuite se décompose ou s'oxyde à l'oxygène de l'air. Quoi qu'il en soit, on a une quantité assez importante de la phase inférieure d'iodométhane qu'on n'aura plus qu'à purifier un petit peu tout à l'heure.
On arrive maintenant à la fin de la distillation et la vapeur qui passe la colonne de Vigreux et qui distille ensuite dans l'ampoule à décanter arrive au sommet de la colonne à une température de l'ordre de 45 degrés Celsius. Donc elle commence à s'enrichir en méthanol. Ce qui veut dire que probablement on a de moins en moins d'iodure de potassium dans le milieu réactionnel. Et globalement, tout l'iode est sous forme d'iodométhane dans l'ampoule à décanter. Donc là, à ce stade, on arrive vraiment à la fin de la réaction. Donc le ballon est vraiment chaud à ce stade, presque plus le toucher. On est largement au-dessus de 60 degrés. Et on observe qu'il y a donc un liquide de plus en plus coloré qui se condense dans la colonne de Vigreux, donc très chargé en iode. Donc on n'est clairement plus à un stade où l'iodométhane est produit de façon efficace. Et le problème, c'est que on est toujours en train de générer du gaz, et le gaz qui du coup balaye en flux continu le système tend à évaporer l'iodométhane qu'on a dans l'ampoule à décanter. Donc si on veut être efficace et éviter de perdre l'iodométhane qu'on a obtenu à ce stade, par évaporation simplement parce qu'il y a un balayage de gaz, eh bien mieux vaut arrêter la réaction à ce stade. Alors je me permets de faire une petite pause dans la vidéo parce que là c'est le Émile du futur qui vous parle. On était en décembre quand on a filmé le début de la synthèse avec Alex, et là on est en fin avril parce que j'étais pas content de ce qu'on avait filmé à l'époque, donc je vais refilmer ça aujourd'hui, sachant que je refais de l'iodométhane pour le labo aujourd'hui. La seule différence, c'est que on a écoulé notre acide chlorhydrique concentré à 32%, et donc là j'ai pris du 23% qu'on trouve en grande surface. Donc on va voir ce que ça donne. J'en ai juste mis plus, au lieu de mettre 250 ml d'acide chlorhydrique concentré, j'ai mis 350 ml d'acide chlorhydrique à 23%. Sinon les quantités de matière c'est les mêmes. Il y aura juste donc plus d'eau dans le milieu réactionnaire et il sera plus dilué. Et donc je précise qu'à l'époque, en décembre, on a eu un rendement de 74%, et on va comparer au rendement que je vais avoir aujourd'hui pour voir ce qui est le plus intéressant, sachant que l'acide chlorhydrique concentré a l'avantage d'être plus concentré, mais le défaut c'est qu'on tend à dégazer plus de HCl, et donc il y a peut-être un petit peu plus de flux de gaz qui évapore l'iodométhane. Donc on comparera un petit peu les deux résultats à la fin de cette vidéo. Alors déjà une différence donc, quand on utilise de l'acide chlorhydrique à 23% par rapport à l'acide chlorhydrique concentré là, à 33%, c'est que comme vous voyez donc il n'y a plus de sel en suspension non dissous dans le milieu réactionnel quand on arrive à la fin de la réaction. Bon, sinon, comme précédemment, on a un petit peu de diode qui est quand même formé et qui tend à passer. Il n'y a pas de grosse différence par rapport à ça. Et je vous montre la quantité qu'on a obtenue donc d'iodométhane. Alors toujours, je mets l'ampoule dans un chiffon mouillé pour la garder fraîche, sachant que c'est volatile. Hop. Et vous voyez qu'on a quand même une bonne quantité. Ça fait pas une grosse différence par rapport à la dernière fois. Je pense que le rendement va être le même. Voire peut-être un peu meilleur, puisque j'ai prévu de changer un petit peu le workup que j'avais fait la dernière fois. Donc on verra si on peut faire mieux que ce que j'avais fait à l'époque, et je vous montrerai du coup la bonne façon de traiter cet iodométhane brut pour obtenir de l'iodométhane purifié. Un truc que j'ai constaté, c'est qu'à la fin, même si le rythme de la distillation diminue beaucoup, il y a moins d'iodométhane qui passe, on a encore pas mal de gaz qui est généré par la réaction, enfin par le milieu réactionnel, et je pense que ce gaz, ça pourrait être un petit peu de chlorure de méthyle, qui est généré par réaction du méthanol et de l'acide chlorhydrique, qui sont encore présents dans le ballon puisqu'on les a mis en excès. Donc à ce stade, il n'y a plus d'iodométhane qui est collecté, mais il y a encore ce gaz qui se forme, et le problème c'est que ça balaye encore les circuits, et a priori ça vaporise un petit peu l'iodométhane dans l'ampoule à décanter. Donc c'est pas mal d'arrêter dès qu'on voit que le rythme de la distillation diminue. Donc histoire d'illustrer un petit peu le système, l'intérêt du système qu'on a fait ici avec les deux flacons laveurs, le truc c'est que quand le système refroidit, quand la colonne, le ballon, etc., tout ça refroidit, les volumes gazeux se rétractent parce qu'on a condensation de la vapeur à l'intérieur, et puis même les gaz chauds prennent plus de place que les gaz froids. Et du coup ça a tendance à réaspirer la soude du flacon laveur, qui nous sert ici à nous protéger quand on fait la synthèse, vers le système. Donc l'intérêt ici d'avoir mis cette deuxième fiole de garde ici, ce flacon laveur à l'envers vide à cet endroit, c'est que la soude qui est réaspirée du premier par le tuyau tombe à l'intérieur, mais ne peut pas remonter vers l'ampoule d'iodométhane et venir détruire l'iodométhane qui est sensible à la soude. Donc ce double système, ce système de deux flacons laveurs, c'est ce qu'il faut faire normalement lorsqu'on veut éviter les retours de flacons laveurs vers le système.
Ok, donc maintenant on va récupérer l'ampoule à décanter qui contient l'iodométhane brut, qu'on n'aura plus qu'à traiter un petit peu, donc on va faire quelques lavages. Hop. On va venir la boucher avec un bouchon en verre bien téflonné pour garantir une bonne herméticité et la mettre sur son support. Et pendant ce temps, on va pouvoir démonter le reste de l'appareil. Ok, donc à ce stade, l'iodométhane qu'on a collecté contient encore beaucoup de méthanol qui est passé vers la fin de la distillation et d'acidité, donc un petit peu d'acide chlorhydrique, iodhydrique et puis probablement aussi un petit peu d'eau, ça c'est encore autre chose. Et on va essayer de retirer donc le méthanol et les acides au cours de quelques étapes de lavage, puis on retirera l'eau un peu plus tard pour obtenir de l'iodométhane parfaitement pur, ou du moins d'une pureté plus élevée que ça. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est réaliser quelques lavages avec de l'eau pour retirer le méthanol et la majorité de l'acidité. On va commencer par faire un lavage avec de l'eau, donc pour ça on va ouvrir l'ampoule à décanter. Ça peut être bien de la refroidir un petit peu au réfrigérateur comme je l'ai fait, pour éviter d'avoir trop de vapeur à l'ouverture. Et on va introduire un peu d'eau avec une piscette dans l'ampoule. Alors notez que j'ai également mis la piscette d'eau au réfrigérateur au préalable, pour qu'elle soit bien froide, et que ça limite un petit peu l'évaporation de l'iodométhane qui est très volatile. Donc là à ce stade tout est froid pour les opérations qu'on va faire à l'ampoule à décanter. Ok, donc on introduit d'abord un peu d'eau dans l'ampoule. Ensuite on va procéder à la manipulation classique, donc on prend l'ampoule, on s'assure qu'elle est bien bouchée, on met la main sur le bouchon fermement, on agite et on pense à dégazer. Et on entend qu'on a une montée de pression puisque l'iodométhane s'évapore un petit peu au cours de cette étape. Donc c'est très important d'avoir une très bonne ventilation pour cette étape. Ok. Ok, je vais retirer un peu le bouchon. Ok, pour m'assurer qu'il n'y ait pas une montée de pression trop importante. Et on va maintenant collecter la phase inférieure d'iodométhane. Voilà. Et on récupère l'iodométhane dans un petit ballon. Donc on a déjà retiré une partie donc, de l'acidité et du méthanol, puisque les acides et le méthanol sont solubles en phase aqueuse. Ok. On couvre l'iodométhane pour éviter qu'il s'évapore trop. On le met dans un coin. Et on va mettre la phase aqueuse de côté. Ok, donc maintenant on va reverser l'iodométhane qu'on a lavé une première fois dans l'ampoule pour procéder à un deuxième lavage. Ok. Alors pour le deuxième lavage, on va encore laver avec de l'eau, puisqu'on n'a pas fini de retirer le méthanol. Donc je vais remettre de l'eau dans l'ampoule à décanter, de l'eau froide bien sûr. On agite. Et on pense à bien dégazer. Hop. Pour le dernier lavage, donc on va venir retirer l'acidité résiduelle et pour ça on va faire un lavage au bicarbonate. Donc pour ça, on va replacer l'iodométhane dans l'ampoule à décanter. Et on va venir ajouter une solution de bicarbonate de soude préalablement refroidie donc au réfrigérateur et saturée pour neutraliser l'acidité résiduelle.
Il n'y a pas plus de réaction que ça, puisque a priori, il y a peu d'acidité résiduelle après les lavages à l'eau qu'on a fait. De même, le bicarbonate de soude doit être froid pour cette étape pour limiter l'évaporation de l'iodométhane. Pareil, on va venir boucher. On agite et on pense à dégazer. Et c'est très important bien sûr puisque ici non seulement l'iodométhane s'évapore comme avant, mais en plus on a un petit peu de CO2 qui peut se dégager lui aussi. Bon, ça n'a pas l'air d'être tellement le cas, tant mieux. Donc après ça, on aura retiré la majorité du méthanol et de l'acidité, et il ne nous restera plus qu'à retirer l'eau pour obtenir de l'iodométhane d'une bonne pureté. Et voilà. Donc après les lavages, voilà à quoi ressemble l'iodométhane. Donc il est limpide. Normalement on l'a débarrassé du méthanol et de l'acidité, enfin la majorité du méthanol et de l'acidité. Mais comme vous pouvez voir, il a encore une coloration orangée rosée, qui à mon avis est due à des traces de diode qui sont présentes dans le produit, due à la décomposition soit de l'iodométhane sous l'effet de la lumière, soit simplement de l'acide iodhydrique qui aurait pu se former dans le milieu. Donc espérons que ça s'en aille à la distillation, et puis sinon c'est pas très grave, de toute façon c'est qu'une légère contamination. Il y a normalement un petit peu d'eau résiduelle, donc pour ça on va devoir procéder à un séchage au chlorure de calcium, mais avant tout on va d'abord le refroidir à nouveau au congélateur pour éviter au maximum la vaporisation du produit. Ok, donc là le ballon sort du congélateur, il est bien froid, on est en dessous de 0 degré, donc on va le réouvrir. Ok, donc là on est en sous pression, c'est très bien. Et on va sécher l'iodométhane avec un petit peu de chlorure de calcium. Donc on va mettre une bonne spatule. Et agiter un peu. On va en jeter une deuxième. Et on va le laisser sécher toute la nuit pour s'assurer d'avoir retiré le maximum d'eau. Et demain, on n'aura plus qu'à filtrer et distiller. On va maintenant filtrer donc dans un ballon à fond rond pour la distillation de tout à l'heure, à l'aide d'une bourre de coton dans un entonnoir en verre, notre iodométhane pour retirer donc le chlorure de calcium hydraté qu'on a à l'intérieur. Donc allons-y. Je vais faire ça tant qu'il est glacé, là il sort du congélateur, donc il va faire le moins de vapeur possible. Voilà, donc là c'est fini, donc on va retirer le filtre. Couvrir d'un bouchon le ballon et on va pouvoir procéder à une distillation. Ok, donc on va maintenant distiller l'iodométhane qu'on a filtré. Donc je vais introduire dans le ballon un barreau aimanté et on va placer le ballon au bas d'un dispositif de distillation. Alors pour cette distillation, cette fois-ci, on fera juste une distillation simple, donc pas de colonne de Vigreux. L'iodométhane boit 42 degrés Celsius, donc ça devrait être très facile de le vaporiser et il devrait se séparer très facilement de toutes les impuretés. On pourrait surveiller ici la température. On utilisera un réfrigérant droit bien long et bien refroidi par de l'eau avec un pain de glace pour pouvoir condenser efficacement l'iodométhane, et on collectera le produit dans un ballon dont j'ai fait la tare, qui est lui-même dans un bain de glace
pour s'assurer de ne pas trop perdre d'iodométhane par évaporation. Donc allons-y, mettons en marche un chauffage léger et une agitation régulière. Ok, donc après une courte phase de chauffage, l'iodométhane atteint enfin l'ébullition, donc on commence à voir des bulles dans le liquide et de la vapeur qui se condense sur le dessus. Pourtant le ballon est froid au toucher, enfin il n'est pas particulièrement chaud, l'iodométhane est effectivement très volatile. Donc la distillation devrait commencer bientôt et on verra si on arrive à se débarrasser à la distillation, notamment de la couleur orangée là qu'on a à ce stade, qui est due à des petites traces de diode qu'on a dans l'iodométhane. Ça c'est pas sûr que ça parte à la distillation, mais je suis curieux de voir si on pourra s'en débarrasser de cette façon. Si on voulait vraiment s'en débarrasser, il faudrait faire un lavage en plus au thiosulfate de sodium ou avec un autre réducteur. Mais j'ai bon espoir quand même. Donc ça y est, l'ébullition de l'iodométhane a commencé. Donc on le voit bouillir ici. Espérons que le peu de d'iode qui le contamine à ce stade et qui lui donne cette coloration légèrement violette, orangée, ne passe pas à cette distillation. Là j'ai l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression que ce qui passe, ce qui s'évapore et se recondense au-dessus est bien incolore. Donc les vapeurs sont déjà arrivées au thermomètre où on observe une montée de température. Donc on est au-dessus de la température ambiante, ça y est, on est à 35 degrés Celsius. Donc, ce qui n'est pas très loin de la température d'ébullition de l'iodométhane à 42 degrés Celsius. Je pense que la différence peut s'expliquer par la présence d'un petit peu de chlorométhane dissous dans l'iodométhane, lié à l'attaque nucléophile des ions chlorure sur le méthyloxonium formé transitoirement par protonation du méthanol, puisqu'on avait de l'acide chlorhydrique dans le milieu. L'acide chlorhydrique est également capable de former du chlorométhane par réaction avec le méthanol. Donc pour l'instant, je pense que ce qui passe à la distillation, c'est un mélange d'iodométhane et de chlorométhane. Mais on va quand même tout collecter dans le ballon receveur, puisque de toute façon, le chlorométhane a également les mêmes propriétés que l'iodométhane en termes de réactivité. Il est un peu moins réactif, mais tout à fait méthylant, et moi de toute façon, c'est ce que je veux. Donc, je vais tout récupérer et tout utiliser comme de l'iodométhane. Ce qui devrait de toute façon être le cas. Je ferai une RMN à la fin de la vidéo pour quantifier un petit peu le rapport chlorométhane-iodométhane, mais normalement on devrait avoir un produit relativement pur. Et la bonne nouvelle, donc c'est ce que je disais, c'est que la couleur orangée n'a pas l'air de passer à la distille. Vous voyez, ce qui coule ici est incolore, donc le diode ne se vaporise pas pour l'instant, du moins pas à cette température relativement basse. Ok, donc là on approche la fin de la distillation et il ne reste dans le ballon bouilleur qu'une petite quantité d'un résidu encore très coloré, qui contient donc tout le diode à ce stade. La température d'ébullition qu'on mesure est toujours la bonne, 42 degrés Celsius, donc c'est bien de l'iodométhane qui passe même à ce stade de la distillation. On a eu un palier de température à cette valeur de 42 degrés Celsius pendant le gros de la distillation, à part pour le tout début où on avait un petit peu de chlorométhane qui devait passer avec l'iodométhane, d'où l'abaissement observé de température. Et on collecte toujours dans le ballon receveur donc notre iodométhane purifié, qui comme vous le voyez est limpide et incolore, et qui ne contient donc pas de diode. On aura donc réussi à le purifier à cette dernière distillation de la trace de diode qu'il contenait après les lavages. Donc là ça va être le moment d'arrêter, puisqu'on arrive à la toute fin de la distillation. On va finir avec l'inertie thermique de la plaque, ce qui nous évitera de surchauffer le résidu, et donc ça nous évitera de faire passer le diode qui sera dans le résidu de la distillation à ce stade. Donc là on arrive à la fin de la distillation et on observe que le résidu est en train de s'assécher et que la coloration rosée, orangée qu'on avait dans l'iodométhane brut reste bien au fond du ballon sous forme d'un solide qui doit contenir du coup un petit peu de chlorure de calcium mais aussi un petit peu de diode. Et j'ai l'impression que là à ce stade le diode est en train de se sublimer un petit peu et que du coup il est en train de passer un petit peu dans la vapeur. Donc ça m'a l'air d'être le bon moment là pour récupérer notre iodométhane avant qu'il ne se retrouve contaminé par le diode. Donc là on peut arrêter complètement la distillation et on va venir récupérer le ballon dans le cristallisoire. Hop.
et venir le boucher instantanément. Et on a là notre iodométhane purifié. Et voilà donc notre iodométhane. Donc on en a 105,7 grammes. Il est légèrement rosé, mais ça va, pas trop. Donc il n'y a pas trop de diode à l'intérieur. Et pour ce qui est de la pureté, on verra ça par RMN, mais a priori ça devrait être relativement pur. Ça correspond à un rendement de 61%, ce qui est pas trop mal. Sur la synthèse d'un building block comme ça en amont d'une synthèse, c'est pas très important d'avoir un rendement qui n'est pas forcément de 100%. Par contre, on avait fait plus que ça la dernière fois avec Alex, quand on avait fait ça en décembre, avec de l'acide chlorhydrique à 33%, au lieu d'acide chlorhydrique ici à 23%. Je vous ai dit que là, j'avais fait la vidéo en 2 fois, avec d'abord la synthèse et ensuite le workup. Et ça m'a donné l'occasion de tester ça dans 2 conditions différentes, avec de l'acide chlorhydrique concentré et dilué. Enfin dilué, 23% quand même. Et donc apparemment, ça marche mieux avec du concentré. Donc si vous devez faire la synthèse dans des conditions un peu similaires, utilisez plutôt de l'acide chlorhydrique concentré. Alors j'en profite pour dire que voilà, là l'iodométhane qu'on a fait aujourd'hui, ça reste un produit qui est quand même assez dangereux, assez toxique. Moi je prends mes responsabilités quant à ça, hein, je le manipule dans mon coin avec une bonne ventilation et les mesures de sécurité que j'ai. Maintenant je vous invite pas pour autant à faire la même synthèse à la maison, hein, ça va de soi sur un produit comme ça en particulier. Je vous conseille plutôt de regarder la vidéo et de vous en tenir à la vidéo. Voilà, pour ce qui est de cette synthèse, donc ça c'est fait, on a notre iodométhane. Donc on va s'en servir prochainement pour méthyler le paracétamol, pour préparer du coup la paranésidine et ainsi de suite avec d'autres étapes qui suivront. On en discutera la prochaine fois. En attendant, donc notre iodométhane est prêt, je vais pouvoir le conserver au congélateur à basse température pour éviter sa dégradation à la lumière et à la chaleur. Et puis on se retrouvera prochainement pour la suite avec la méthylation du paracétamol.